Chers amis de Front Populaire, chers amis de Rupture, puisque je suis avec Pierre Lévy, dont je rappelle qu'il est le rédacteur en chef du magazine Rupture, eh bien, nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous donner quelques informations à propos du documentaire Brexit, Vue du peuple, ce documentaire que nous avons décidé de coproduire ensemble. Vous nous aviez suivis dans cette aventure, nous avions presque atteint nos objectifs de financement, nous avions dit go. Et puis, tout se passait bien. Et aujourd'hui, on est là pour une nouvelle qui, malgré tout, n'est pas exactement celle que l'on aurait voulu vous donner. Nous avons pris un peu de retard. Que s'est-il passé durant le mois de juillet, Pierre? Eh bien, malheureusement, notre équipe de réalisation qui était présente en tournage sur place a pu commencer ce tournage et le réalisateur Plus que commencé, hein. Ils ont presque fini, mais avait avancé, mais le réalisateur ainsi qu'un membre de son équipe de tournage ont été rattrapés par le virus du Covid, et ça de manière assez sérieuse, qui nous a obligés de rapatrier l'équipe de tournage en France, un peu en catastrophe. Évidemment, ça a des conséquences alors sur la santé de nos amis, qui s'est rétabli entre-temps, heureusement, mais ça a des conséquences aussi sur notre calendrier, et donc nous avons été contraints de décaler quelque peu la date de sortie. On avait prévu de faire ça dans le courant de septembre, vous le saviez, et nous avons dû donc repenser complètement le nouveau calendrier de tournage, puisqu'il faut retourner en Angleterre pour terminer ce documentaire. Ensuite, il faudra commencer les travaux de montage, de post-production, et donc nous avons un nouveau calendrier en tête. On peut dire à nos amis et fidèles souscripteurs de cette opération que nous allons diffuser à Paris, dans le cadre d'une avant-première, dans le courant du mois de novembre, ce documentaire. Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus précis que ça? Eh bien, c'est tout simplement que comme le tournage n'est pas encore terminé, je ne veux pas m'avancer sur une date très précise. Mais selon toute vraisemblance, nous serons ensemble à Paris pour faire cette avant-première au mois de novembre ensemble. On est bien d'accord, Pierre? Je vous confirme notre volonté commune de non seulement d'achever ce tournage, mais de vous proposer un film documentaire de qualité, à hauteur d'homme, et qui s'inscrive, qui plus est, et qui s'inscrit dans un moment où le Royaume-Uni n'a pas disparu de l'actualité. Voilà, alors on va quand même profiter. D'abord, on va vous donner rendez-vous donc dans une prochaine vidéo avec le réalisateur Nicolas Coteau, qui sera parmi nous, qui nous racontera de l'intérieur ce tournage au Royaume-Uni. Et ses aléas. Et ses aléas, voilà, bien sûr. Mais on va quand même profiter du fait que vous soyez là et très informé sur la situation au Royaume-Uni, Pierre, pour vous demander comment va le royaume de Sa Majesté, qui apparemment n'est plus exactement tout à fait le même qu'avant notre projet. Alors, nos journaux respectifs en parleront. Le Rupture, dans sa prochaine édition, dans quelques jours, fait un long article sur cette situation. Alors, effectivement, au-delà du décès de la reine, qui évidemment occupe le premier étage de l'actualité, il y a eu des événements politiques de grande importance qui se sont déroulés. Alors, le 7 juillet, la démission de Boris Johnson, une démission forcée, et il ne voulait pas partir, avec un processus d'élection de sa remplaçante à la tête du Parti conservateur. Et c'est finalement donc Elizabeth Truss qui a été élue le 5 septembre et qui a accédé automatiquement au poste de Premier ministre dès le lendemain, le 6 septembre. Et c'est pas seulement un changement de personnel politique, c'est un événement politique qui pourrait changer l'état d'esprit. Alors avec un petit paradoxe. Alors j'allais y venir, j'allais vous dire, cette fameuse Elizabeth Truss, elle est connue pour avoir été une opposante dans un premier temps au Brexit. Elle faisait partie du camp du Remain, mais elle aurait changé d'avis, nous dit-on. Alors, il semble que ça soit une politicienne très opportuniste, puisqu'elle a commencé sa carrière au centre-gauche, entre guillemets, et qu'elle est aujourd'hui une adepte et une fervente admiratrice de Margaret Thatcher. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas un bon signe pour l'avenir des Britanniques, mais le paradoxe fait qu'à peine intronisée dans ses nouvelles fonctions, elle a dû, contrainte et forcée, prendre des mesures à peu près inverses de tout ce qu'elle avait promis dans sa campagne. Parce qu'en bonne thatchérienne, elle avait promis, contrairement au règne de Boris Johnson,
de diminuer les impôts drastiquement, de ne considérer que la société n'était composée que d'individus et que les besoins collectifs n'existaient pas, donc une société très individualiste. Et contraintes énergétiques aidant, elle a dû, dès le lendemain de son arrivée, annoncer de plafonnements importants, même si les sommes restent élevées, des plafonnements assez stricts des factures mensuelles d'électricité et de gaz des Britanniques. Ce n'était pas du tout dans son programme. Par ailleurs, elle a annoncé la suppression des écotaxes, c'est-à-dire ces renchérissements de l'énergie qui sont mis théoriquement pour sauver le climat. Alors c'est une mesure d'ailleurs, par parenthèse, qui n'aurait pas été facile de prendre si le Royaume-Uni avait toujours été au sein de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, on attend avec impatience évidemment la suite des événements. Boris Johnson n'est pas parti par hasard. Oui, j'allais vous demander à ce sujet-là. On a lu ici ou là qu'on reprochait à Boris Johnson ses frasques, ses soirées, ses parties durant le Covid, la crise Covid, la crise sanitaire. Tout ça semble un peu étrange. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose, un Oui. arrière-plan politique qui expliquerait l'éviction progressive et la démission de Boris Johnson? Oui, alors il faut reconnaître que Boris Johnson avait donné beaucoup de bâtons pour se faire battre. C'est moins ses frasques que, en effet, ses soirées au moment où tout le pays était confiné. C'était évidemment une attitude qui consistait à dire faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, qui passe mal auprès des électeurs. Mais en réalité, tout ça n'était probablement qu'un prétexte. L'orientation politique de Boris Johnson venait de son triomphe aux élections de fin 2019, où il s'était fait élire en promettant de réaliser le Brexit, promesse qu'il avait tenue, et promesse qui lui avait permis d'accumuler des électeurs, notamment au sein du camp adverse, c'est-à-dire des électeurs travaillistes, des couches populaires, qui souhaitaient effectivement le Brexit, et à qui Boris Johnson a promis de revenir de plus financer les services publics, de plus financer les infrastructures, de faire des dépenses importantes. C'est tout l'inverse de la politique que Mme Truss se promet de faire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et donc on peut penser qu'il a été victime. D'ailleurs, lui-même avait un temps dénoncé l'État profond qui lui en voulait, notamment pour avoir réalisé le Brexit, donc parmi ceux qui étaient partisans de rester au sein de l'Union européenne, et puis parmi ceux qui, même brexiteurs, étaient partisans d'un Royaume-Uni ultra-libéral et en faisant le minimum pour les besoins collectifs. Et c'est probablement de là, l'histoire dévoilera ça progressivement, mais c'est probablement de là que vienne le complot qui semble avoir été ourdi contre lui. Il y aurait eu un ressentiment à l'intérieur de son propre camp contre un Boris Johnson qui, sur le plan social, était peut-être allé un peu trop loin pour le goût des Tories. Oui, probablement pas parce qu'il était devenu un bolchevique, mais parce qu'il comptait probablement sur une large partie de l'électorat populaire, celui qui a favorisé le Brexit, pour asseoir une prochaine victoire aux prochaines élections prévues au Royaume-Uni, dans 2 ans ou plus tard. Et évidemment, il était normal et attendu qu'il ne tourne pas le dos à ceux qui l'avaient élu triomphalement. Et Mme Truss semble avoir d'autres préoccupations, même si, encore une fois, je le souligne, après avoir fait une campagne ultralibérale, elle est contrainte de dépenser de l'argent public, sauf à créer une situation de bain de sang social dans le pays. Je rappelle que les factures ont augmenté de manière considérable, les factures énergétiques. Oui, et il y a des mouvements de boycott, d'ailleurs, de règlement de ces factures. Absolument. Chez nos amis britanniques. Vous avez raison de le rappeler. Il y a un mouvement qui appelle à ne payer pas vos factures, et ça c'est un peu inhabituel au Royaume-Uni. Et puis je voudrais rappeler que l'été a été marqué par un nombre important de grèves, notamment des cheminots, mais aussi des éboueurs, des dockers, des avocats, des journalistes, et peut-être demain des infirmières. Donc il y a un mouvement important. C'est un peu gelé pour l'instant du fait des obsèques de la reine et des cérémonies, mais il est probable que le mécontentement n'aura pas disparu à l'issue de cette période et que certains analystes ou certains observateurs prédisent qu'on pourrait se diriger vers un hiver du mécontentement, par référence à ce terme qui avait été employé en 78-79, quand le pays avait été l'objet de nombreuses grèves, qui avaient à l'époque d'ailleurs fragilisé le gouvernement travailliste à cette époque-là. Tout à fait. Alors, Madame Truss semble en revanche être revenue sur ses propres idées sur le Brexit, puisqu'elle a rassuré et dit qu'il n'était pas question pour elle de revenir en arrière et qu'elle s'était même laissée convaincre à la faveur des premiers résultats enregistrés
par l'économie britannique, par l'adhésion formidable au Brexit. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou est-ce que on va rester prudent? Restons dans notre rôle d'observateur et d'analyste. Ce qui est certain en tout cas, c'est que au-delà des résultats immédiats dont on peut discuter évidemment, qui ne sont pas secrets, mais ce qui est important, c'est que le Brexit, je le répète, je ne fais aucune révélation, mais a permis non pas d'enclencher nécessairement une bonne politique, mais a permis de donner la liberté de le faire si on le souhaite. Et c'est ça, au fond, qui est attendu du Brexit. C'est pas, personne ne prétendait qu'il y aurait des automatismes. Et simplement, ça rend au pays la liberté de faire les politiques les meilleures comme les pires. Et c'est le peuple britannique qui, au final, jugera, et non pas Bruxelles. De ce point de vue-là, la récupération de cette souveraineté, la récupération, comme disaient les Britanniques, take back the control, reste un sujet évidemment d'actualité. Quelle que soit la politique qui sera faite, les Britanniques ont conquis la responsabilité et la liberté de l'approuver ou de la désapprouver, et donc de faire leur choix sans avoir les contraintes d'une politique unique et d'une pensée unique telle qu'on les connaît par chez nous. C'est exactement le sujet de notre documentaire, ce qui me permet donc de vous dire que nous vous donnons rendez-vous au mois de novembre. Rendez-vous aussi lors d'une prochaine vidéo avec Pierre et avec Nicolas Coteau, le réalisateur, sitôt qu'il aura terminé son tournage, pour qu'enfin vous entendiez parler des coulisses de Brexit vu du peuple, puisque c'est l'objet de ce documentaire. Et donc, on vous dit à très bientôt, mon cher Pierre. À très bientôt.